Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler des relations, mais les relations dès le début, dès le départ. Pourquoi tu cherches l'amour au mauvais endroit? C'est ça le thème de d'aujourd'hui. Je dois vous dire aussi qu'à la fin, on va faire un petit exercice, d'accord? On appelle ça la méditation, mais je dois vous dire, pour moi, c'est pas vraiment une méditation. Pour moi, c'est comme un exercice mental. Pourquoi? Parce que ça ça va nous apprendre à gérer nos émotions. Ça va donner une direction à ce qu'on fait. Parce que pour moi, méditer ne sert à rien s'il n'a pas une intention derrière ça. Donc, on va parler des relations. On va parler pourquoi on va souvent et très souvent chercher l'amour au mauvais endroit. Et à la fin, on va donc faire un exercice mental, j'appelle ça comme ça, pour pas mal des gens. Ça, c'est une méditation. Et cette méditation, elle a une intention de faire travailler quelque chose à l'intérieur pour qu'on puisse les sentir à l'extérieur. Donc ici, on va parler tout d'abord du premier amour. Connaissiez-vous le premier amour? C'est quoi le premier amour? Pour moi, le premier amour, selon la psychanalyse, selon l'intelligence systémique, selon la neuroscience aussi, selon la Bible même, dans la Bible, on parle de l'amour de Dieu, d'accord? Là, je vais parler du premier amour pour nous, dans la vie humaine, dans l'humanité, d'accord? Et pour un être humain, autant qu'humain, tant qu'on n'a pas encore la connaissance qui, voilà, il existe un Dieu, si toi tu crois à ça. Si tu ne crois pas, ce n'est pas grave, d'accord? Tout mon respect. Mais moi, j'y crois comme ça, d'accord? Donc, j'y crois en Dieu, j'y crois en Jésus, j'y crois à la Bible. Mais ici, on va parler plus avec un regard psychanalytique, systémique, neuroscientifique, d'accord? Bien évidemment, dans tout ce que je fais, donc, partout où je vais, où j'ai l'opportunité d'en parler des yeux, j'en parle parce que c'est ma foi, on va dire, c'est la chose qui me nourrit, d'accord? C'est comme un aliment pour moi, c'est quelque chose qui me nourrit vraiment, qui m'apporte beaucoup d'espoir, qui me met en mouvement vers la vie, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de foi, avec beaucoup d'amour. Mais ici, on va regarder avec un regard psychanalytique, systémique et aussi neuroscientifique. Le premier amour, il vient du regard maternel. Après ces regards maternels, on fait, après avoir vivre ces regards maternels, je vais vous expliquer c'est quoi exactement, on fait comme une répétition inconsciente jusqu'à ce que on développe assez de maturité émotionnelle et un peu d'intégration spirituelle aussi pour comprendre c'est quoi nos choix, c'est quoi mes sentiments, pourquoi je fais ma vie comme ça, pourquoi ça doit être ma destinée. Et tout commence au début. On va regarder au départ de toute chose, au départ de la vie. La première relation, donc c'est le regard maternel qu'on a. Il faut bien mettre ça en tête. L'exercice que je vais apporter à la fin, c'est donc un exercice mental appelé méditation, où je vais mettre une intention, car la méditation sans intention, c'est à peine du silence, sans direction. Cela va apaiser le corps, ça va te donner, ça va t'apporter un moment de tranquillité, mais ça ne va pas du tout réorganiser la psyché. Et mon travail ici, c'est de travailler avec cette intention-là. Réorganiser la psyché. C'est ça qu'on fait à travers les exercices mentaux. Donc, l'esprit, il ne se vide pas. Il ne va pas se vider. Il s'organise autour d'un focus. Et c'est ça qu'on fait quand on fait l'exercice mental. Ces exercices mentaux appelés méditation, je fais aussi quand il est à l'ouverture, quand je ressens le besoin, quand je vois l'ouverture du patient, du client de l'autre côté. Je fais aussi pendant les séances ou après les séances, j'envoie un exercice enregistré pour que la personne, elle puisse pas seulement découvrir, mais aussi continuer à travailler là-dessus. Et c'est super important. C'est vraiment une richesse
d'une telle taille que nous aide énormément à pas seulement à découvrir, mais à analyser, à voir la vie avec un autre regard, parce qu'on découvre des choses, on les ressent autrement. Et ici, on a l'opportunité de donner un autre sens, de ressignifier et donner donner un autre sens à tout notre vécu. Donc, sans direction inconsciente, c'est l'inconscient qui va gouverner. Si tu n'as pas une direction, c'est ce que j'applique dans ces exercices, si tu n'as pas une direction consciente, c'est l'inconscient qui gouverne, c'est l'inconscient qui dirige. Et c'est quoi l'inconscient? C'est tout ce que tu fais dans l'automatique de la vie. Vous avez déjà entendu ça, hein? Comme Sigmund Freud disait. Je parle plusieurs langues et souvent je mélange toutes les langues. Je ne sais pas dire Sigmund Freud en français. D'accord? Vous allez me pardonner. Il disait, c'est disait en portugais. Et regarde le mélange de toutes choses ici, mais ça va. Si vous êtes en train de me comprendre de l'autre côté, c'est super, c'est ce qui compte pour moi. Donc, voilà. Sans direction, c'est l'inconscient qui gouverne. Et vous connaissiez la théorie de Sigmund Freud où il disait que, voilà, notre mental, notre tête, c'est comme un iceberg où on voit que la petite pointe. Cette petite pointe, c'est notre conscient. Là, c'est notre conscient, la petite pointe qui pointe, qui est visible, qu'on voit comme accès. Et tout le restant de cet iceberg, que souvent, c'est vraiment énorme au fond en dessous de l'eau, c'est l'inconscient. C'est tout ce qui a été stocké, gardé, enregistré dans nos petites boîtes, dans notre tête. Et on n'a pas conscience de tout ça. Mais on vit avec de automatismes, de mouvements, des choix, des décisions, de croyances qui sont enregistrées dans l'inconscient. On n'est pas forcément conscient de tout ce qu'on fait. Et c'est même impossible d'être 100% conscient de tout ce qu'on fait. On ne supporte pas. On n'a pas des conditions physiologiques pour supporter une vie 100% consciente. On ne sait pas élaborer tout ça d'un coup. Donc oui, c'est pour ça qu'on commence à connaître, à devenir plus conscient petit à petit dans certaines parties de notre vie, d'autres pas encore, pour pouvoir gérer. Parce que c'est ça qu'on supporte. Dans les neurosciences, on dit que l'attention dirigée va réguler l'amygdale et ça renforce le cortex préfrontal. Et c'est là, avec cette intention, qu'on va travailler dans la neuroplasticité parce que ça doit être orienté. Sinon, ça ne se passe pas comme ça. Sinon, ça ne va pas arriver. Donc, aujourd'hui, on va parler de cette maturité psychique aussi. Et le premier amour, c'est l'amour fondateur. Ce n'est pas l'amour romantique. Ce n'est pas l'amour romantique, c'est l'amour fondateur. D'accord? Et c'est quoi cet amour fondateur? C'est le regard maternel. Je vous explique maintenant de manière plus précise. Pendant 9 mois, qu'est-ce qui se passe? Pendant 9 mois, on est dans le ventre des mamans. D'accord? Donc, on a vécu pendant 9 mois dans le ventre de maman. Et là-dedans, on était au chaud, on était protégés, on se sentait protégés. Il y avait cette sensation, voilà, on est au chaud, on est bien accueillis. C'est la protection. Ici, on ne bouge pas trop, mais on sent la protection. D'accord? Une fois qu'on vient au monde, qu'est-ce qui se passe avec le corps de ce petit bébé, avec notre petit corps en tant que bébé? Ça se lâche. On sort du ventre de maman et ça se lâche. Donc, on est comme dans le vide. Et à ces moments-là, on a peur. On ressent la peur. Il n'y a plus de protection autour de moi. Donc, c'est un vide. C'est comme si on était lancé dans le vide sans aucune assurance que tout va bien se passer. Donc, on ressent ce vide. On existe, on respire et on pleure. Et la vie commence sur Terre, comme ça. Hors le ventre des mamans. Une fois que ça s'est fait,
dans les accouchements le plus classiques, on va dire ça comme ça. Il y a d'autres qui se passent autrement, mais le classique, c'est quoi? Le médecin, il prend le bébé, il l'apporte à la maman, et la maman prend le bébé à bras, et elle lui donne donc le premier regard. Ces premiers regards n'existera plus jamais dans la vie d'un être humain. Plus jamais. Parce qu'à ces moments-là, le bébé, il ne va pas clairement, il ne voit pas clairement, il ne sait pas encore voir tout clair, mais il ressent le regard de la maman, la présence, elle est là entièrement. Elle est là, tout entière. Elle est présente. Il n'y a pas de distraction. Il n'y a pas d'écran. Il n'y a pas de personne qui les parle. Elle ne doit pas se partager. C'est un moment unique où elle regarde pendant quelques instants cet enfant. Et là, c'est l'amour inconditionnel. Elle lui regarde avec tout cœur. Un tas de choses se passent dans sa tête, mais elle est là. Ça, c'est le regard maternel. Il ne va plus jamais exister. Ça se passe qu'une fois dans la vie. La seule fois où on s'est senti regardé et aimé inconditionnellement, parce que la présence, elle était là. La maman était là en son entier. Elle n'était pas partagée par un tas d'autres choses que la vie nous demande au cours de la vie. Elle était là. Et le bébé, nous, autant qu'un bébé, on a ressenti ça. Et ça fait chaud au cœur. Parce que ce moment-là, c'est comme si on faisait encore partie de la maman. C'est comme si on était encore un membre de son corps. On ne comprend pas tout à fait qu'on est un être à part. Et elle ressent. Elle est aimée à nouveau. Elle se sent protégée à nouveau. On se retrouve à nouveau dans ce regard-là. Mais ensuite, il y a un problème qui arrive. Pourquoi? Parce qu'en ne comprenant pas que la maman, on n'est pas une partie de notre maman et qu'il arrive à prendre au cours et que les choses vont évoluer et qu'on va grandir et que l'indépendance nous attend, on passe toute une vie en train de chercher ces regards-là, le regard maternel. On passe toute une vie en train de chercher ailleurs, chez l'autre, dans l'amour. Ces regards-là, cette présence-là, c'est qu'il est impossible de les trouver. Surtout dans le monde où on vit maintenant, où il y a tellement de distractions, où tout le monde est distrait avec tout et n'importe quoi, sauf présent, sauf entier dans la relation. Il est très difficile de trouver un couple qui s'arrête une fois par jour ou mois pour se regarder profondément, se permettre de ne pas penser à un tas d'autres choses, se permettre de s'éloigner de toute distraction pour se regarder dans les yeux pour au moins 40 secondes. Est-ce que vous avez déjà fait ça dans votre couple? Parce que ça, 40 secondes, ce n'est pas beaucoup du tout. Combien de temps vous passez devant l'écran en train de regarder le feed, les posts et n'importe quoi de je ne sais pas qui? Ces 40 secondes permettent une reconnexion réelle. Il y en a qui pleurent en faisant ça par la première fois. C'est regarder dans les yeux de manière profonde, intense, présente, entière, pendant 40 secondes. C'est un test à faire si vous êtes en couple. Et même un test à faire avec vos enfants. Parce qu'on voit beaucoup de mamans distraites, occupées tout le temps. Et quand elles ont l'occasion d'arrêter, d'essouffler, quand elles arrivent à se permettre, à vivre ça 40 secondes dans les yeux et à regarder les petits yeux, elles pleurent. Mais c'est un pleur où il y a un regret derrière. Pourquoi je n'ai pas fait ça avant? Parce que dans la vie, c'est ça qui compte. Avoir quelqu'un qui te regarde, qui est là entièrement pour partager la vie avec toi. Et si tu cherches ça ailleurs, commence d'abord à être cette personne qui est là,
entière, présente, prête à regarder pendant 40 secondes ou même plus, dans les yeux, à écouter vraiment, à sentir vraiment. Parce que toutes les distractions nous emmènent à ne plus sentir, à vivre dans l'automatique, à faire ce que c'est dicté comme correct. Mais dans tout ça, qu'est-ce qui reste? Comment vos relations sont en train de survivre? Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui sont en train de vivre vraiment. La plupart est en état de survie. Et ça, c'est vraiment triste. Donc ici, on va prendre conscience de tout ça. On cherche ces regards maternels pendant toute une vie. Et on va chercher la réponse ailleurs. Ces regards maternels, c'est comme une co-régulation émotionnelle du nourrisson, une co-régulation émotionnelle du bébé. Et nous naissons à la recherche d'un regard entier. Mais après, le temps il passe, en arrivant à la maison, cette maman, elle doit se partager avec son mari, avec les autres enfants. D'ici 3 mois, avec le boulot aussi. Elle est fragmentée. Il n'y a plus rien d'entier. Et ce n'est pas de sa faute. Personne n'est coupable de tout ça. C'est le cours que la vie, elle prend. Le plus important ici, c'est avoir conscience que ces regards-là, ils n'existent plus. Et si on a le besoin d'avoir ces regards-là, avec amour, avec présence, de manière entière, on n'a qu'à regarder au miroir d'abord. Ça, c'est la vérité d'un adulte. Parce que si tu cherches ces regards encore ailleurs, vous êtes en train de regarder la vie avec le regard d'un enfant. Un enfant insatisfait. Un adolescent, un corps insatisfait. Qui a commencé la vie d'adulte dans cette insatisfaction et qu'aujourd'hui ne trouve raison pour vivre, pour continuer, pour aimer. Donc oui, ici, on va apprendre à s'accueillir, à nous regarder au miroir, à recommencer la vie, à créer un nouveau départ. Donc, lorsque ce regard, il manque, on passe la vie entière à chercher ces regards ailleurs. Et on commence à manifester aussi des loyautés, j'ai du mal avec ces mots, loyautés invisibles, loyautés invisibles, parce qu'on commence à croire que, voilà, ma maman, elle doit, mon papa, il doit, la personne ne doit rien. Et tous ces loyautés, ces manques non symbolisés, commencent à bloquer. Et tu vas vers la vie d'adulte en train de répéter la même chose. Et tu fais ça dans un essai inconscient de réparer ce qui n'a pas été intégré pendant ton enfance. Donc, un manque de co-régulation maintient le cerveau en état de quête. Et c'est là qu'on se retrouve insatisfait. Et c'est là qu'on retrouve la peur. Et c'est là qu'on retrouve une confusion, un tas de questions, l'angoisse. Donc oui, ce n'est pas un choix. Il faut comprendre que ce n'est pas un choix, c'est juste un circuit qui a été appris comme ça. Et c'est dans la répétition qu'on va se blesser. Parce qu'on recherche ailleurs, on ne le trouve pas, on se frustre et ça se répète à chaque fois la même chose, à chaque fois la même chose. Ça blesse profondément. À un moment donné, tu fais plus confiance à personne. En croyant que, voilà, ils sont tous des coupables. Ou bien c'est moi la coupable, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, ça cloche. Et quand on est dans cette répétition qui nous blesse à chaque fois encore plus,
On demande au partenaire ce qui appartient à notre enfance. On commence à confondre l'intensité et l'amour. On commence à confondre la dépendance émotionnelle et le lien réel. Pourquoi? Parce que donner à l'autre la place du regard maternel va faire que déséquilibrer la vie, déséquilibrer les systèmes, déséquilibrer les histoires. Les relations souffrent quand les fonctions sont inversées. Une partenaire ne peut pas prendre la place de ta maman ou de ton papa. Tu ne sais pas chercher ces regards-là toute une vie. Le problème, c'est que tu ne sais pas que tu cherches ça. Donc, comment est-ce que tu vas en prendre conscience? Ici, une chance. Ici, c'est présente une chance. Donc oui, les relations souffrent quand les fonctions sont inversées. Le cerveau, il va chercher quoi? La prévisibilité. Même si elle est douloureuse, il va continuer à chercher la prévisibilité. Donc, tout ce qui t'a souffert à la recherche du grand amour, tout ce qui t'a souffert dans toutes vos relations, en croyant qu'en faisant ça, j'aurai le regard maintenant. En donnant encore ça, en faisant ces sacrifices, j'aurai enfin le regard. Il n'y a rien qui se passe. Et à chaque fois, il n'y a rien qui se passe. Et ça se transforme dans des expériences douloureuses. Mais c'est prévisible parce que tu as déjà vécu ça. Tu as déjà vécu ça, donc ce n'est pas inconnu du tout. Et pour être prévisible, tu vas le répéter inconsciemment. Inconsciemment. Donc, la guérison, elle nécessite d'une expérience émotionnelle qui vient pour corriger. Et c'est ça qu'on fait dans les exercices mentaux. C'est ça qu'on fait dans ces exercices parce qu'on va revivre ça avec de l'émotion, avec des présences. Et tant qu'on revit ça, on se donne la chance de réorganiser la psyché à nouveau. Grandir, ce n'est pas traîner l'enfant intérieur, c'est devenir responsable pour ta vie d'adulte. Et à ces moments, quand on commence à devenir responsable par notre vie d'adulte, souvent, on se trouve seul. Et c'est dans des moments comme ça que très, très souvent, on s'accroche à la foi. On s'accroche à la foi. Et dans ces moments, il faut aussi faire attention. Parce qu'en s'accrochant à la foi, on a tendance à croire que Dieu va tout résoudre, sans qu'on fasse ce qu'il faut faire. Sans qu'on fasse ce qu'on est capable de le faire. Donc la foi, sans la conscience, elle devient une fuite. Mais la conscience, sans la foi, devient un poids. Donc oui, Dieu, si tu crois, il va soutenir. Il va te soutenir, mais il ne va pas remplacer le travail intérieur que tu dois faire toi-même. Pourquoi? Parce que tu es capable de le faire, tiens. Tu es capable de le faire. Ça fait partie de ton évolution en tant qu'humain. Donc oui, ici, on ne va pas méditer pour vider l'esprit. Je médite pour percevoir, nommer les émotions, intégrer les histoires. Ici, je n'emploie pas la méditation comme on dit, pour vider l'esprit, parce que je ne crois pas que ce soit possible, en fait. C'est impossible de se vider tout à fait. C'est qu'on sait le faire, c'est mettre un focus, attention, présence, pour atteindre un résultat. Ça, oui. Ça, oui. Ça, oui. L'intention active les réseaux, les active dans notre cerveau, et ça provoque donc une sensation de sécurité interne. Et ça change tout. Ça change tout. Donc, nommer une émotion
va réduire l'activation de l'amygdale. Et cela va faire, ça va te donner l'occasion de maintenir le focus et travailler avec la neuroplasticité. Transformer, réécrire ton histoire. Donc, sans intention, une méditation va apaiser. Et avec intention, elle va restructurer. C'est deux choses tout à fait différentes. Parce que dans la plupart des cas, on n'a pas besoin d'être apaisé, tout simplement. On a vraiment besoin de restructurer la psyché, réorganiser la psyché. Parce que sinon, on va à chaque fois méditer, se mettre à l'écart comme un acte de fuite. Et ça ne va pas résoudre du tout les conflits internes qu'on a. Ici, le but, c'est de résoudre. C'est de voir avec un peu plus de clarté, de pouvoir revivre, renommer, voir la vie autrement. On va restructurer, d'accord? Donc ici, je vais faire une petite démonstration avec vous de c'est quoi ces exercices, d'accord? Donc tu vas t'installer de manière confortable, d'accord? Assise ou couchée. Je ne sais pas qu'est-ce que le moment te permet. Le but ici, c'est de s'installer confortablement, maintenir une posture droite, prête à recevoir quelque chose de nouveau et respirer profondément. Il ne faut pas modifier ta respiration. Il faut juste l'observer. Donc, tu respires et tu observes. C'est quoi mon rythme? C'est rapide? C'est long? Il est comment? Observe. Il ne faut pas les changer. Il faut juste vivre ces moments. Respirer de manière consciente et présente. Tu observes ta respiration sans l'intention de la modifier. Juste dans l'intention de la connaître, la reconnaître en toi. Comment elle se manifeste en toi à ces moments. Une observation sans jugement. Et ça va activer les circuits de régulation petit à petit en toi. Le corps, il va comprendre qu'il n'y a pas de danger. C'est juste un moment dédié à respirer, à ressentir, à vivre, tout entière, présente. On respire. En respirant à ton rythme, tu vas donc donner certains commandements. Tu vas te dire dans ta tête, je me permets de calmer mon front, je me permets de calmer le point entre mes sourcils, tout en respirant de manière consciente. Je me permets de calmer, de relaxer mon maxillaire. Je me permets de relaxer la nuque, les épaules, les bras. Cette même sensation de relaxation descend le dos, arrive à mes hanches, aux jambes, jusqu'aux pieds. Et tu respires. Tu te permets de relaxer, de te connecter avec toi-même
observer ta respiration. Et en respirant de manière consciente et présente, tu peux laisser reposer tes yeux, tu peux les fermer. Et à ces moments, tu vas visualiser l'enfant qui tu étais. Observe l'enfant que tu étais. Observe l'âge, observe le lieu, la posture. Quel âge a-t-il? Où est-il exactement? Quelle posture a-t-il à ces moments? Comment tu le vois, ton enfant? Et en les regardant, en l'observant, tu te poses des questions. Et tu te dis, en lui regardant, en regardant son âge, le lieu, la posture, tu te demandes, qu'attend-il encore? Qu'attend-il encore? Regarde-le, observe-le. Regarde le lieu, la posture. Quel âge a-t-il? Qu'est-ce qu'il attend encore? Et tu laisses les réponses venir. Ici, ce n'est pas la raison qui parle, ce n'est pas le mental, ce n'est pas le cerveau. Ici, il faut ressentir. Tu le regardes, tu visualises et tu ressens. Une fois que tu ressens, tu trouves tes réponses. Qu'attend-il encore? Laisse les réponses venir. Ensuite, tu te poses encore une question. Tu le regardes, tu ressens et tu te dis, que cherche-t-il à mériter? Que cherche-t-il à mériter encore? Tu le regardes, tu ressens et tu trouves tes réponses. Laisse les réponses venir. Et ensuite, il y a une dernière question. De qui attend-il encore un regard? Observe l'âge, le lieu, la posture. De qui attend-il un regard? En respirant de manière consciente, en observant ton enfant. Le lieu, la posture, l'âge. De qui attend-il encore un regard? Ressens ton enfant. Trouve tes réponses. Et ici, tu te rends compte que ce n'est pas une faiblesse, c'est une adaptation. On grandit, on s'adapte. Et dans plusieurs situations, on ne se pose pas les bonnes questions. Donc ici, on va répéter la phrase suivante et on va faire mentalement. Mais le plus puissant, c'est de verbaliser. Donc si tu peux vraiment le dire à voix haute ou basse, mais le dire, tu peux le faire.
La phrase, c'est la suivante. Je reçois la vie telle qu'elle m'a été donnée. Et je poursuis mon chemin. Respire. En respirant, tu te centres à nouveau sur ton enfant. Tu l'observes, tu le regardes. Et cette fois-ci, tu t'approches. Maintenant, tu t'approches avec un regard adulte, stable, présent, sécure. Reste dans ta bulle. Respirons encore. Les yeux reposés, tu visualises ton enfant, tu sais quel âge il a, tu connais le lieu, tu vois sa posture, tu t'approches en tant qu'adulte avec un regard présent, stable, sécure, et tu lui dis, tu t'approches, tu te mets à son hauteur, tu regardes dans ses yeux et tu lui dis, mon enfant, je te vois. Tu n'as plus besoin de chercher à l'extérieur. J'assume désormais. J'assume désormais. Tu lui fais un gros câlin. Imagine-toi, adulte, qui fait un gros câlin à ton enfant. C'est toi, quand tu étais petit. Tu connais l'âge, tu connais le lieu. Tu voyais sa posture. Et une fois que le câlin est fait, la posture de ton enfant, elle est différente. Il y a un peu plus de confiance. Il y a une lumière différente dans son regard. Tu respires profondément. Tu fais le mouvement que ton corps, il demande à ces moments. Et quand tu te sens prêt, quand tu te sens prête, tu peux ouvrir tes yeux et je vais savoir par après dans les commentaires comment ça a été de faire cet exercice avec moi ici. Et il faut savoir qu'une expérience imaginée avec affect, affectif, émotion, active, attention, une expérience imaginée, elle active les mêmes réseaux que l'expérience réelle dans notre cerveau. Donc, c'est comme si cette expérience a été vraiment vécue. Et c'est pour ça qu'on se permet de sentir à nouveau, de ressentir à nouveau. Et quand on laisse l'émotion revenir, et quand on comprend, et quand on commence à nommer, on a une nouvelle direction. On retrouve à nouveau notre place. Donc, ça te permet de ressentir de manière différente la vie. Ça te permet de ressentir de manière différente le soutien de Dieu. Et cette fois-ci, ce n'est pas pour éviter le processus. Ce n'est pas un soutien de l'univers ou de Dieu pour éviter le processus, mais pour le traverser avec courage, foi, présence. Donc, tu vas observer ton corps. Observe. Où a-t-il du calme? Il y a un peu plus de présence peut-être, après avoir vécu ces moments. Donc ici, on va finaliser avec une phrase puissante et importante. Si tu veux, tu peux même la noter sur un post-it, coller quelque part pour ne pas oublier et méditer là-dessus. Et la phrase, c'est la suivante. Quand je cesse de chercher à l'extérieur
quelque chose s'organise à l'intérieur. Quand je cesse de chercher à l'extérieur, quelque chose s'organise à l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, je cesse de chercher à l'extérieur l'amour que je peux m'offrir avec maturité. Je me regarde au miroir. Je me prends dans mes bras. J'ai le pouvoir de m'aimer et de mieux aimer tous ceux qui sont autour de moi. J'espère que ça a fait du sens pour toi de l'autre côté. Je vous fais un gros câlin pour tous ceux qui ont vécu de manière présente et entière ce moment avec moi. Un gros bisou et à la prochaine vidéo. Salut!